La flavescence dorée en Languedoc-Roussillon, donc, c'est un vaste sujet qui est très ancien aussi, puisqu'on a 30 ans de lutte derrière nous autour de cette question. Donc c'est un sujet dont vous avez forcément entendu parler dans notre région. Je vais rester très light sur la présentation de la maladie, compte tenu du temps qui nous est imparti, pour voir plutôt quels sont les impacts qu'on a pu mesurer en Languedoc-Roussillon et les implications qu'on en tire en matière de lutte. La flavescence dorée de la vigne, donc, c'est un phytoplasme qui circule dans la sève de la vigne. Le phytoplasme en lui-même, une fois qu'il est installé dans la souche, est incurable et il est propagé de souche en souche par un insecte vecteur dont vous avez un petit exemple ici. C'est une larve, bien sûr. La problématique de la maladie vient essentiellement du fait qu'on a une maladie qui est très explosive. Et comme son nom l'indique, cette notion d'explosion fait qu'on a des impacts de maladie très vite et très rapidement qui se dispersent de façon a priori assez aléatoire au sein du vignoble. Le résultat de la maladie, vous en avez une représentation ici, faite à partir des estimations de surface à arracher depuis 1997. Donc ça fait une période relativement longue qui permet de matérialiser ici à la fois cet aspect explosif de la maladie, puisque vous voyez que peu de zones sont finalement épargnées dans ce contexte, et qui permet aussi de matérialiser très nettement le fait qu'on a une expression extrêmement hétérogène de cette maladie selon les secteurs. Alors cette expression très hétérogène et cette évolution très hétérogène de la maladie, elle est liée bien sûr à la dynamique propre de cette maladie, explosion bien évidemment, mais aussi à la mise en œuvre de la lutte contre la maladie, puisqu'ici nous sommes dans des zones qui sont toutes dans des périmètres de lutte et où donc ont été mises en œuvre des mesures de lutte. Je vous laisse bien évidemment imaginer l'état qu'on pourrait mesurer dans le vignoble s'il n'y avait eu aucune action de lutte mise en œuvre là-dedans. La surface concernée par cette maladie et par cette lutte obligatoire est particulièrement importante. Elle a un peu diminué du fait des arrachages de vignes, mais les communes concernées sont toujours sur un périmètre équivalent. Et aujourd'hui, on a près de 200 000 hectares de vignes qui sont dans un périmètre de lutte en Languedoc-Roussillon. Alors c'est une donnée qui est importante pour bien comprendre à la fois la situation et les difficultés de la lutte, parce que bien évidemment, mettre une lutte en place sur 200 000 hectares, c'est quelque chose qui est extraordinairement consommateur en moyens, de toute façon, et on ne peut pas couvrir un périmètre aussi important. Et c'est une donnée, bien évidemment, qui va nous amener à considérer effectivement la lutte comme étant quelque chose à mettre en œuvre avec des priorités de lutte qui sont là, je dirais, pour effectivement éviter des explosions trop massives de maladies et quelque part parer au plus pressé. Aujourd'hui, penser qu'on va pouvoir sortir de la lutte contre la flavescence en Languedoc-Roussillon est quelque chose qui relève du pur fantasme, si je peux employer cette expression-là, compte tenu des surfaces et des expressions de maladies annuelles qu'on observe. De toute façon, on ne voit pas comment on pourrait parler d'éradication sur notre région. Je fais quelques focus qui ont valeur d'exemple par rapport à des situations particulières. Ici, vous reconnaîtrez donc pour une zone qui se situe dans le Minervois, à cheval entre l'Aude et l'Hérault. Ce n'est pas une question de département. La maladie passe très bien d'un département à l'autre et évidemment, les arrêtés ne ferment pas les frontières par rapport à la maladie. Ce qui est intéressant à observer sur la situation du Minervois, c'est que la maladie est présente dans ce secteur depuis très longtemps, a fait de gros dégâts. La taille des pastilles est très révélatrice de ce phénomène. Mais c'est une maladie qui, dans ce secteur-là, a des expressions annuelles donc, qui sont parfois extrêmement sévères et de façon cyclique qui sont extrêmement sévères. Si on regarde une zone qui est plus à l'est de l'Hérault, c'est la limite avec le Gard, des contaminations qui se sont faites beaucoup plus récemment
une situation qui est beaucoup plus modérée, je dirais, en termes d'expression de la maladie. Cela dit, pour autant, elle est quand même tout à fait préoccupante en termes de disposition géographique, parce qu'effectivement, on s'aperçoit dans des situations comme ça que quand on cherche donc la maladie, on la trouve. On est avec moins de foyers à plus de 20% qui sont évidemment les plus problématiques, mais on se retrouve donc avec des souches isolées qui sont nombreuses et de toute façon trop nombreuses. Pour situer un peu cette problématique de souches isolées, c'est un bruit de fond qui est permanent depuis que la maladie est présente. Ce bruit de fond, il correspond grosso modo à quelque chose comme 5000 souches par département et par an dans toutes les zones de lutte. Alors, c'est vrai que quand on voit une souche isolée dans une parcelle, c'est pas grand-chose. Quand vous mettez 5000 souches bout à bout, ça représente un peu plus d'un hectare de vigne. Et les souches qu'on peut détecter donc, au cours des prospections, c'est ce qu'on voit. Donc ça ne reflète pas évidemment l'exhaustivité déjà de la maladie présente au vignoble et encore moins l'exhaustivité générale de la maladie, parce qu'une des difficultés de cette maladie, c'est le délai de latence d'expression entre le moment de la contamination et l'expression des symptômes. Donc les symptômes qu'on voit aujourd'hui ne reflètent pas la présence complète de la maladie. Il est possible, il est probable que dans les années qui viennent, on puisse effectivement observer des symptômes de souche dans des parcelles qui paraissent aujourd'hui complètement indemnes du problème. Maladie en évolution, bien sûr, le scoop de l'année, si on peut dire, tout le monde s'en serait passé évidemment. C'est un premier foyer découvert sur la commune de Roquemaure dans le Gard en 2013, donc une zone qui était jusqu'à présent indemne. Un nombre de souches sur ces parcelles qui est tout à fait significatif, avec plusieurs centaines de souches. Donc, comme je le signalais tout à l'heure, un foyer qui est là probablement depuis plusieurs années, mais qui n'a été découvert qu'en 2013. La première difficulté, de toute façon, dans la mise en œuvre de la lutte, c'est effectivement de savoir quel est le front de progression de la maladie. Et lorsqu'on trouve des souches malades ou des foyers dans un endroit, on ne sait jamais si on est sur le front de la maladie ou si la maladie a déjà largement dépassé cette situation. Alors évidemment, quand on cale une lutte là-dessus, on est bien obligé d'abord d'avoir des périmètres de lutte très larges. Vous voyez qu'ici on couvre les zones historiques de présence de la maladie. On est amené aussi à essayer d'aménager cette lutte donc en fonction effectivement de la présence de la maladie et des possibilités de mise en œuvre locale de ces aménagements de la lutte. Alors je ne m'étendrai pas trop longtemps sur ce sujet, mais je signale quand même qu'en Languedoc-Roussillon, nous avons un dispositif d'aménagement de la lutte insecticide qui permet, dans certains secteurs qui sont sous la surveillance étroite des viticulteurs locaux au travers de leur groupement de défense, de proposer donc de rendre facultatif un certain nombre de traitements en fonction de la présence de maladies d'une part et des populations de cicadelles observées d'autre part. Donc avec ces zones ici, ces zones qui sont en bleu, bleu sombre, sur lesquelles effectivement ce travail est effectué et on arrive à effectivement réduire donc les traitements à 2, 1, voire même dans certaines situations mais particulières, donc 0 traitement insecticide sur les exploitations. Cette évolution, ce schéma bien évidemment qui vous est proposé ici, il est réactualisé tous les ans. Les périmètres de lutte sont révisés tous les ans. Je souligne aussi dans le département de l'Aude donc quelques communes qui apparaissent en blanc aujourd'hui, c'est-à-dire des communes qui sont ressorties du périmètre de lutte. Donc effectivement, adapter la lutte contre la flavescence dorée, c'est possible. Ça n'est pas forcément très facile. Dans l'organisation, déjà, pour finir sur ce sujet,
un intérêt à une lutte collective, donc, avec effectivement le dispositif arrêté préfectoral. Cette lutte collective, son objet est de renforcer les effets des mesures de lutte. Ça n'est pas évidemment de prendre en charge complètement la lutte contre ce fléau. La lutte contre ce fléau, elle nécessite toujours une implication de tous les viticulteurs qui sont concernés par la zone de lutte. Quand je dis tous les viticulteurs, je n'oublie pas non plus le fait que dans les zones de lutte, vous avez aussi des ceps de vignes, voire même des petits bouts de parcelles, des rangs de parcelles qui sont chez des particuliers, qui sont dans des ronds-points qui appartiennent à des collectivités. Et évidemment, ces zones-là peuvent être tout aussi bien concernées par la flavescence dorée et sont forcément impliquées dans la lutte. Le cœur du problème, quand même, c'est chez les viticulteurs, évidemment, qu'on va le trouver, parce qu'il y a aussi derrière un impact économique qui est complètement insupportable dans cette problématique. Et le cœur de la lutte contre la flavescence dorée, ça reste effectivement les viticulteurs qui doivent toujours être mobilisés sur ces questions. Le pilotage du dispositif, il est important d'en parler quand même, puisqu'il est structuré autour des commissions départementales qui ont un rôle extrêmement important de discussion, d'échange et de proposition de décision au préfet. Et bien sûr, les groupements de défense contre les organismes nuisibles, qui sont tout le fer de lance du dispositif au niveau local, en particulier pour l'aménagement de la lutte. Alors, est-ce que ça marche, cette affaire-là ? Oui, globalement ça marche. Ici vous avez un résultat qui est tout à fait global sur les surfaces à arracher par an sur l'ensemble de la région. Alors j'ai pris le parti de faire une approche régionale parce que je suis persuadé que dans la salle vous serez nombreux à pouvoir me dire mais dans mon coin ça ne marche pas. Mais globalement on s'aperçoit qu'effectivement quand on regarde les chiffres de façon un peu brutale sur la durée, on a effectivement des périodes de régression de la maladie qui sont extrêmement significatives. Si on considère les périodes fin des années 90 qui étaient des périodes d'explosion considérable de la maladie un peu partout et qu'on regarde ce qui s'est passé jusqu'au début des années 2000, effectivement on a une régression quand même des surfaces à arracher qui est extrêmement significative. Alors qui est extrêmement significative jusque dans les années 2007-2008. Et quand on regarde un peu plus loin, effectivement, on a à nouveau donc, un redémarrage global de la maladie, avec évidemment des crises qui sont extrêmement aiguës dans certains secteurs. Et ce que nous apprend cette approche, ou ce que en tout cas affirme et réaffirme cette approche, c'est que les résultats, on peut en avoir, mais tant que tous les principes de la lutte sont appliqués rigoureusement. À partir du moment où il y a un relâchement qui se fait jour, notamment au niveau des traitements insecticides, effectivement, le risque de redémarrage de la maladie s'accroît et le redémarrage de la maladie se vérifie. Vous voyez très bien que sur les années 2011-2012, on est sur quelque chose qui redevient extrêmement aigu dans certains secteurs. En 2013, c'est probablement un peu mieux. Je reste extrêmement prudent là-dessus, car compte tenu de l'expression, des problèmes d'expression et de latence de la maladie, il est bien sûr urgent d'attendre la confirmation de ces résultats en 2014 et sur les années à venir. La flavescence dorée, c'est une espèce de vague, si on peut dire. Quand elle est lancée, elle se poursuit pendant un certain temps, comme le dit l'expression consacrée. Et de toute façon, on n'est jamais sûr, après, de la période de l'extinction de cette vague. Donc, on est toujours sur des phénomènes qui sont d'ampleur, qui se situent sur la durée et qui nous font dire que la vigilance, de toute façon, doit être toujours là et permanente. Alors ces principes pour réussir la lutte, ce sont des principes qui finalement sont établis à partir de l'expérience de notre région, qui reste quand même relativement significative en termes de surface concernée et en termes de durée, 200 000 hectares, 30 ans de lutte.
Ce qui est particulièrement important pour réussir la lutte, on enfonce quelques portes ouvertes ici quelquefois, mais il est souvent utile de rappeler cela. Il faut que la détection des premières souches soit la plus précoce possible. Quand ça commence à bouillir, si vous remettez le couvercle très vite dessus, les dégâts sont moindres. Si vous avez déjà des niveaux de contamination importants, c'est des parcelles entières qui sautent, et évidemment ça fait des bilans qui sont extrêmement lourds. Il faut éradiquer de façon la plus complète possible les souches qui présentent des symptômes de jaunisse. Je ne fais pas le distinguo ici entre la flavescence dorée et le bois noir, puisque nos arrêtés couvrent l'ensemble des deux maladies dans les périmètres de lutte. Ici, très simplement, on élimine effectivement le phytoplasme au vignoble et on fait en sorte donc d'avoir une pression de phytoplasme la plus faible possible dans le vignoble. Il faut aussi assurer une maîtrise la plus complète possible des effectifs de la cicadelle de la flavescence dorée. Quand on est dans des situations où on a des populations extrêmement importantes de cette cicadelle, on se retrouve, dès que le phytoplasme arrive dans ces situations, avec des explosions qui partent dans tous les sens. Donc ici, on est sur quelque chose qui est absolument fondamental pour arriver effectivement à enrayer les épidémies. Ces trois premières mesures, ces trois premiers principes, ce sont des principes qui, bien évidemment, sont très prégnants lorsqu'il s'agit d'enrayer les explosions de la maladie dans les périodes de crise, qui de toute façon se voient de façon régulière un peu partout. Sur un plan beaucoup plus général, et y compris lorsqu'on est sur des périodes où la maladie est en sommeil, si on peut dire, il est absolument indispensable dans les zones concernées d'assurer une surveillance étroite et permanente de la maladie et de son vecteur, parce que c'est la seule façon, effectivement, de s'apercevoir qu'il y a un redémarrage de la maladie, le cas échéant, et de piloter les aménagements de la lutte insecticide. Donc ici, effectivement, on a entendu parler jusqu'ici beaucoup de réduction d'intrants. C'est un objectif qui, bien sûr, est à considérer ici, mais qui est à mettre en balance pour la flavescence dorée, avec un sujet qui a été abordé aussi dans les interventions précédentes, qui est celui de la pérennité des vignobles et de la préservation du capital viticole, sachant que cette maladie, il ne s'agit pas d'une perte de récolte, il s'agit d'une perte sèche et nette de parcelles entières donc, et du capital des exploitations. Je vous remercie de votre attention. Merci Christophe Hueillot.